L'actualité, une présentation de Fonderie Poitras à Lillet, fier d'être un solutionneur de problèmes fiables pour les plus grands manufacturiers de pièces d'origine du monde. Depuis plus de 30 ans, l'équipe de Fonderie Poitras à Lillet a contribué à alimenter plus de 30 millions de véhicules sur la route. Poitras, bien plus qu'un métier de fonderie, une passion pour le dépassement. Joins-toi à nous. Alors, dans l'actualité de ce lundi 20 octobre, d'abord, je dirais que c'est un point important, pour on vient d'en jaser avec Céline et Tanios, c'est qu'il annonce de la pluie et de bonnes précipitations, de bonnes quantités. Je pense que tout le monde sera très heureux de voir ces précipitations doivent arriver sur la fin de la journée, là, mais ce qu'on nous informe ce matin, c'est que la traverse Québec-Lévis souffre de la sécheresse. Il n'y a pas que la traverse Québec-Lévis, mais entre autres, le peu de précipitations depuis plusieurs semaines et le bas niveau du fleuve Saint-Laurent ont forcé des annulations à la traverse entre Québec et Lévis et plus de restrictions pour certains véhicules à bord du traversier. Donc, si vous devez utiliser la traverse de Québec-Lévis au cours des prochaines heures, peut-être de communiquer avec eux pour vous assurer que tout fonctionne normalement parce que, justement, en raison du manque d'eau, on doit soit annuler ou reporter des traversées, là. Du côté de l'île aux Grues, on a le même problème. On nous informe ce matin, c'est Jean-Philippe Guilbeault du Journal de Québec qui nous informe que les marées beaucoup plus basses que la normale ont mené à une modification de l'horaire du traversier entre le 4 et le 11 octobre et depuis samedi jusqu'au 23 octobre. La Société des traversiers du Québec confirme que l'horaire du traversier qui gagne l'île aux Grues a également dû être ajusté à plusieurs reprises. Donc, aucune autre traverse n'a été suspendue ailleurs au Québec, mais la STQ demeure vigilante et adapte ses opérations en fonction des conditions fluviales. Vous savez, moi, ça fait une quarantaine d'années là, que je fais CFEL et CMA-TV. Là. C'est la première fois que je vois un phénomène comme ça, que de voir des traversées qui sont reportées. Souvent, là, c'est le vent les plus fortes, la température. Mais de voir que c'est à cause du manque d'eau, je me souviens pas d'avoir déjà parlé de ça en ondes. Donc, c'est un phénomène assez spécial. Mais là, selon les prévisions de la météo, j'ai regardé tout à l'heure sur la Météo Média, là, avant d'entrer en ondes, et la pluie doit commencer là en après-midi aujourd'hui et c'est terminé 24 heures plus tard, là, soit aux alentours de demain midi, et ça va reprendre mercredi. Et là, on annonce quand même des pluies parfois fortes pour mercredi. Alors, c'est souhaité et souhaitable qu'on ait de l'eau, et ce n'est pas que pour nos cours d'eau, mais aussi pour la ville. Là. On a levé une interdiction d'arroser la semaine dernière, mais quand même, il faut prendre ça au sérieux, qu'on manque d'eau. Alors, cette ressource-là est tellement importante pour nous. Donc, d'ici à ce qu'on ait de bonnes précipitations, il faut être vigilant et prudent. Et si vous devez utiliser les traversées, que ce soit ici, l'île aux Grues ou encore celle de Lévis, je vous l'ai mentionné peut-être, de vérifier auprès du transporteur pour être certain là, que les traversées ont lieu ou bel et bien lieu comme prévu. La MRC est très active, vous l'avez vu, là, on organise un forum avec deux activités, là, les 19 et 25 novembre prochains, mais aussi la MRC souhaite jouer un rôle moteur dans le développement résidentiel régional. La semaine dernière, à l'édifice Amable Bélanger, la MRC de Montmagny réunissait une trentaine de promoteurs, constructeurs, investisseurs et représentants municipaux lors d'une demi-journée immobilière visant à brosser un portrait du marché et à renforcer les liens entre les acteurs du milieu. Vous avez vu qu'au cours des dernières années, il y a eu quand même plusieurs édifices à logement là, qui ont levé de terre, mais ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas suffisant. Durant la rencontre, les participants ont constaté l'importance des besoins en logement sur l'ensemble du territoire. Les projets présentés par Mme Laurence Fortin de Place Florimé, tout juste à côté là, de l'entrepôt de Michel Mercier, là, et aussi Pierre Beaumont de PRB ont démontré la vigueur de la demande puisque leurs unités se sont louées à grande vitesse, confirmant que le marché demeure très dynamique. L'équipe habitation de la MRC formée de Yannick Savard et René Hamelin a expliqué
comment elle accompagne les municipalités, les promoteurs dans la planification, le montage financier qui est bien important et la mise en œuvre des projets. Donc, il y a des gens qui sont là pour vous conseiller, pour aider. Ces services d'expertise permettent de simplifier le processus pour les promoteurs qui souhaitent investir localement. De son côté, Charles-Alexandre Jean Coutier Immobilier chez Royal Lepage il a présenté un portrait chiffré du marché régional illustrant les besoins croissants en logement et les opportunités à saisir. Des témoignages concrets de promoteurs ont ensuite permis d'échanger sur les défis rencontrés et les facteurs de réussite des projets. Donc, la MRC peut grandement vous aider pour vos projets. Donc, vous n'avez qu'à aller voir les gens. Là, on avait des gens qui sont spécialisés là, dans différents domaines à la MRC. Alors, vous n'avez qu'à vous rendre. Il y a des prêts aussi. Ce qu'on dit, c'est que maintenant, et avec le projet Ruralité, il y a des prêts qui peuvent se faire sans intérêt, mais là, il y a sûrement des conditions à remplir, mais quand même, la MRC est là pour vous aider et pour vous informer. On le savait depuis un bout, mais elle l'a confirmé par communiqué en fin de semaine que Mme Michèle Bernard sollicite à nouveau la confiance des citoyens et citoyennes du district 3 de Montmagny pour un second mandat. Donc, l'élu sortante affirme vouloir poursuivre son engagement à défendre les priorités locales et à améliorer la qualité de vie des Magny-Montois et Magny-Montoises. Donc, pour un éventuel second mandat, elle souhaite concentrer ses efforts sur plusieurs priorités citoyennes, particulièrement l'entretien des rues, la vitesse de circulation, le déneigement, la promotion de l'achat local, la stabilité du taux de taxation, la lutte contre l'érosion des berges, le développement économique, l'accès au sport pour tous les âges et la création d'un parc à chiens. Donc, ce sont les ambitions que Mme Bernard a pour un possible prochain mandat de 4 ans. Ce sont les citoyens qui décideront. Le 2 novembre prochain, le 26 octobre, ce sont le vote, c'est le vote par anticipation. Et les deux bureaux de votation là, sont à la même place, que ce soit le 26 octobre ou le 2 novembre, ça se passe à l'espace citoyen. Et vous avez reçu une carte jaune là, indiquant que vous êtes bien sur la liste électorale. Donc, si vous n'avez pas reçu ce carton jaune-là, vérifiez auprès de la Ville. Je pense que vous avez jusqu'à aujourd'hui, me semble, là, je ne suis pas certain, mais vérifiez là, auprès des instances de la Ville pour être certain que vous avez reçu ce carton jaune-là. Si vous ne l'avez pas reçu, communiquez avec la Ville pour vous assurer que vous êtes bien sur les bureaux de votation. Ou sur pas le bureau, mais bien sur les listes de votation. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC Montmagny qui lance une vaste consultation auprès des élus municipaux afin de mieux comprendre leur vision du développement économique local et régional. Je trouve ça une très bonne idée, c'est une très bonne approche de la part de la Chambre de commerce. C'est un questionnaire qui a été transmis aux candidats à la mairie ainsi qu'aux maires élus par acclamation des différentes municipalités de la MRC de Montmagny. L'objectif recherché est de cerner les priorités économiques, les défis à relever et les pistes de collaboration possibles entre le monde municipal et celui des affaires. Donc, le président Jean-François Ritt, qui mène également une série de rencontres individuelles avec les candidats à la mairie de Montmagny. Donc, on aura des questions abordées d'abord, là, qui portent notamment sur les défis économiques propres à chaque municipalité, le rôle attendu de la Chambre de commerce et des priorités régionales à mettre de l'avant pour dynamiser la MRC de Montmagny. Les résultats de cette consultation permettront à la Chambre de brosser un portrait global des enjeux économiques du territoire et de proposer d'ici les prochains mois des actions concertées avec les partenaires municipaux. Je trouve ça important ce qu'on fait et vous savez que le nom de la Chambre de commerce, c'est la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Donc, je trouve que ça rejoint exactement le mandat de la Chambre et elle doit consulter et je souhaite ardemment qu'on aura les résultats, là, qu'on pourra prendre connaissance des résultats et peut-être en discuter avec Mme Robert et M. Ritt, là, respectivement directeur général et président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Vous avez sûrement entendu parler en fin de semaine sur la scène nationale de ce vol qui a eu lieu au musée du Louvre. Difficile à comprendre comment un musée de la grandeur et de l'ampleur du Louvre a pu être victime d'un vol.
Au lendemain du cambriolage du Louvre, en plein cœur de Paris, la police est lancée aux trousses de 4 malfaiteurs partis avec 8 joyaux de la couronne de France. Un vol spectaculaire qui a relancé le débat sur la sécurité des musées français. C'est selon la presse et selon Sylvie Maligorne de l'agence France Presse, portant la marque de la criminalité organisée, ce vol en plein jour dans l'un des plus célèbres musées du monde, avec 9 millions de visiteurs par an et 35 000 œuvres sur 73 000 mètres carrés, a eu un retentissement international, c'est sûr. Le musée est resté fermé en ce lundi, parce qu'il y a 6 heures d'avance, là, il se trouve être 3h05 à l'heure de Paris. Donc, le musée est resté fermé et devrait ouvrir possiblement mercredi, le mardi étant jour de fermeture hebdomadaire. Ce vol par infraction a déclenché une polémique politique et a relancé de débats sur la sécurité des musées français qui présentent une grande vulnérabilité, a reconnu dimanche le ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez. Il a envoyé une instruction pour le renforcement des dispositifs, mais il l'envoie là. Mais comment ça je sais pas, moi, ou 6 mois, ou qu'on vérifie pas pour s'assurer là, que la sécurité est bien présente là, pour ce genre d'établissement. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a envoyé une instruction pour le renforcement des dispositifs de sécurité autour des établissements culturels. Donc, peut-être un peu trop tard pour réaliser là, que la sécurité aurait pu être augmentée, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? On n'est pas sur place, on ne peut pas le savoir, mais quand même, c'est un vol de grande valeur, et là, on est aux trousses des malfaiteurs qui ont pris la fuite. Il semblerait que ça a pris à peu près 7 à 8 minutes pour effectuer le vol au musée du Louvre. Feu vert au port d'armes à feu pour les contrôleurs routiers, ça devrait se régler cette semaine. Du moins, c'est le ministre des Transports, Jonathan Julien, qui s'apprêterait à autoriser le port d'une arme à feu pour les contrôleurs routiers. La mesure était réclamée pour reprendre les interceptions de camions lourds sur les routes, alors que les agents sont confinés aux pesées routières depuis mars dernier. C'est souhaité et souhaitable que les contrôleurs routiers reprennent la route, mais il reste certains... On ne leur donnera pas une arme comme ça, là. Ça va prendre quand même un certain temps. C'est ce que Patrick Belrose nous explique ce matin. C'est que ça va prendre un certain temps avant que les patrouilleurs routiers prennent la route avec des armes à feu, parce que, bon, il va y avoir de la formation et il faut s'assurer là, que tout le monde sera vraiment aura les connaissances adéquates et la formation adéquate là, pour cette nouvelle façon de faire pour les contrôleurs routiers. Il y avait un sondage ce matin dans le Journal de Québec. Vous savez qu'en fin de semaine, on soulignait le 30e anniversaire du dernier référendum. Et il y a un sondage ce matin qui nous indique que, et la question, souhaitez-vous qu'il y ait un référendum sur la souveraineté du Québec d'ici 2030? Et 59% ont répondu non, 28% ont répondu oui. Alors, 30 ans après la défaite du oui en 1995, la souveraineté n'est pas une priorité pour les Québécois qui appuient surtout le PQ pour se débarrasser de la CAQ. C'est du moins ce que Marc-André Gagnon nous apprend du Journal de Québec ce matin. Paul Saint-Pierre Plamondon aura toute une pente à remonter pour éviter l'échec d'un 3e référendum. Et justement, on pose la question, à savoir, si un référendum avait lieu sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté du Québec? Et 65% ont répondu contre 35% pour. Est-ce que la possibilité que le Québec devienne un pays indépendant vous inquiète? Oui, à 53%, vous réjouit à 29% et vous laisse indifférent à 11% et 8% ont répondu ou n'ont pas répondu. Vous identifiez-vous comme un plus québécois? 40% ont dit oui. Plus canadien, 32%, et aussi canadien que québécois, 26%. C'est très intéressant comme sondage. Et si vous aviez à choisir entre les deux options suivantes, laquelle choisiriez-vous? Que le Québec signe la Constitution canadienne de 1982 et demeure une des 10 provinces canadiennes à 55%, et que le Québec devienne un pays à 27%, il refuse de se prononcer à 18%. Il y a d'autres questions qu'on pose également sur ce possible référendum, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon
a mentionné que s'il était élu en 2026, et vous savez que les élections auront lieu en octobre 26, donc si Paul Saint-Pierre était élu, il y aurait référendum au cours de son mandat. On dit, il me semble qu'on avait dit pour la première année de son mandat, mais on va dire au cours de son mandat, parce que c'est quand même le temps de préparer, c'est pas rien, c'est tout, c'est grand d'organiser un référendum. Alors, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est le chef du Parti québécois, maintient que s'il était élu, il sonderait la population pour la troisième fois pour le Parti québécois. Aussi, vous savez, je dis toujours, par rapport au tarif douanier de M. Trump, c'est qu'il faut se prendre en main. Je pense que M. Trump nous oblige à le faire. Et déjà, il y a des gens qui le font. J'apprends ce matin sous la plume de Louis Deschênes que deux amis d'enfance qui rêvaient depuis longtemps de s'investir dans un projet commun firent le parfait bonheur après l'acquisition d'une troisième entreprise de transformation de métal en seulement 4 ans. Ça démontre qu'il y a des gens qui se prennent en main et qui font le nécessaire pour passer au travers. C'est pas facile. Ça ne le sera pas pendant encore 3 ans parce que après, M. Trump a presque 1 an de compléter. Ça va être comme ça durant le mandat. Vous savez qu'il y a eu une manifestation, près de 7 millions de personnes ont manifesté aux États-Unis en fin de semaine pour les politiques de M. Trump. Et il l'a pris, ça a passé de travers. Il l'a écrit d'ailleurs sur son réseau social qui lui appartient. Ben voilà, c'est presque complet pour cette émission du 20 octobre. Je vous rappelle qu'il y a de bonnes précipitations qui devraient nous tomber dessus au cours des prochaines heures et c'est souhaité. On va le prendre. C'est rare qu'on est content qu'il va pleuvoir, mais là, je pense que c'est souhaitable. Demain, on vous propose la chronique financière d'Étienne Chaput, qui s'occupe du patrimoine chez Desjardins, donc il viendra nous parler de sa spécialité. C'est ce qu'on vous propose, entre autres, pour l'émission de ce mardi 21 octobre. Passez un bon lundi. À demain. L'actualité, une présentation de Fonderie Poitras à Lillet, fier d'être un solutionneur de problèmes fiables pour les plus grands manufacturiers de pièces d'origine du monde.